Durablement Vôtre, l'entretien quotidien avec des femmes et des hommes de Lorraine et d'ailleurs, engagés dans une démarche de développement durable dans la sphère écologique, économique ou sociale. Lorsque parfois leur action se situe à l'intersection des trois sphères, elle ou il nous ouvre alors la voie d'un autre monde possible, vivant, viable et vivable. Durablement Vôtre, en partenariat avec les radios associatives de Lorraine. Aujourd'hui, nous évoquerons l'énergie dont nous savons désormais les enjeux pour la planète et donc pour nous. À Épinal, centre congrès dans les Vosges, se déroulait du 26 au 29 janvier 2018 le 11e salon Planète et Énergie. Parmi les 180 exposants, des initiatives et des innovations émergent. Éric Mutschler, Durablement Vôtre. Xavier Desindes, bonjour. Bonjour. Xavier Desindes, vous êtes le gérant avec votre épouse de la Compagnie des événements, une société et la société organisatrice de ce salon Planète et Énergie à Épinal qui se déroule du 26 au 29 janvier. Beaucoup de monde ici aujourd'hui. Xavier Desindes, pourquoi un tel salon Planète et Énergie ? Alors historiquement, c'est un salon qui maintenant en est à sa 11e édition. Il a été créé donc en 2008. Et ça correspondait avec un développement dans le cadre des activités de photovoltaïque, aussi des politiques de l'État, puisqu'à l'époque c'était des activités qui étaient largement subventionnées pour tout ce qui touche à la rénovation énergétique. Et on s'est rendu compte qu'il y avait historiquement un salon à Metz qui existait, qui était un salon du chauffage plutôt, mais que rien ne se faisait sur le territoire des Vosges. Donc c'est comme ça qu'on a commencé à imaginer ce salon-là et à le faire grandir et évoluer depuis 11 ans. Parce que vous êtes aujourd'hui spécialiste de l'organisation des salons, on vous connaît également pour un autre salon important qui se déroule tous les ans ici à Épinal. C'est le salon Habitat et Bois, effectivement, et on fêtera l'an prochain les 40 ans du salon qui a été lui créé en 1980. Par votre beau-père, je crois. Par mon beau-père, absolument. Xavier Desindes, aujourd'hui, quels sont les exposants, quelle surface d'exposition, et puis aussi, quelle est la nature, le profil, si tant est qu'il y en est un, des visiteurs ici sur ce salon Planète et Énergie ? Alors on a à peu près 5500 m² d'exposition, 170 exposants différents, avec un salon qui est en fait segmenté en, on va dire, 3 parties. La première partie, c'est celle où nous nous trouvons, c'est l'atelier vivant des éco-artisans de la CAPEB des Vosges. L'idée originelle, c'était de leur proposer un espace sur lequel ils puissent faire des démonstrations et surtout montrer au grand public comment on met en œuvre, par exemple, derrière nous, un mur en béton de chanvre, comment on fait une isolation, etc. Un espace dédié purement à la maîtrise énergétique et à la consommation, donc lié au chauffage. Donc on peut retrouver sur ce salon-là un certain nombre de procédés de chauffage qui sont intéressants pour tout ce qui touche à la maîtrise de l'énergie, et puis un secteur un petit peu associatif et institutionnel pour permettre aux associations du territoire de présenter leurs activités et de montrer au grand public ce qu'elles font. C'est un salon grand public, clairement. L'objectif, c'est de permettre aux gens du territoire de voir ce qu'il se fait en termes de développement durable et de maîtrise de l'énergie à travers l'ensemble de ces exposants. Alors précisément, ces visiteurs, d'où viennent-ils ? Est-ce qu'il y a un profil particulier ? C'est en général soit des primo-accédants, soit des gens propriétaires de leur maison d'habitation pour lesquels ils ont une réflexion en termes d'isolation de la maison, de chauffage, de matériaux biosourcés bien évidemment. Et en termes de localisation, on a des gens du territoire vosgien, mais aussi du secteur de Nancy qui viennent. Alors, cette 11e édition, vous le disiez, Xavier Desindes, du salon Planète et Énergie à Épinal, je le rappelle, du 26 au 29 janvier. Est-ce que vous notez une évolution à la fois dans les prestations proposées par vos exposants, mais aussi de la part des visiteurs, une attente qui évolue, parce qu'on peut être surpris néanmoins de la présence de certains exposants qui ont sans doute le droit d'être présents, mais on se demande un peu où est l'orientation développement durable. Comme qui par exemple ? Je ne vais pas citer de nom, mais voilà,
On s'attend à ce qu'il y ait une orientation spécifiquement, comme ici, sur le stand de la CAPEB, par exemple. Il y a des gens qui, peut-être, je ne sais pas, des fabricants de portes en aluminium, on se dit, bon, on n'est pas forcément dans la démarche. Alors, oui et non. Oui, au sens strict du matériau, non en termes d'économie d'énergie. Parce qu'aujourd'hui, si vous changez vos ouvrants, même en alu, et s'ils ont 20 ans, vous aurez de toute façon moins de déperdition d'énergie dans votre maison à ce titre-là. Ensuite, si on devait se cantonner uniquement au développement durable, on ne pourrait pas organiser financièrement, le salon ne tiendrait pas. Il faut être clair. Ça veut dire que la demande n'est pas suffisante, l'offre n'est pas suffisante. Les deux. Les deux. Aujourd'hui, on a un seuil critique en termes d'organisation d'événements, c'est-à-dire qu'il faut un certain nombre d'exposants pour faire la com qui va avec. Et en dessous de 80 à 100 exposants, vous avez du mal à communiquer sur le territoire de manière cohérente. Pour le visiteur, oui, il y a une évolution qui se ressent maintenant depuis plusieurs années. On a des gens de plus en plus informés. Alors là, pour le coup, c'est merci Internet, puisque les gens arrivent avec un certain nombre de connaissances sur des sujets qui sont parfois très très techniques. Oui, parce que c'est souvent complexe, compliqué. Oui, oui. Mais et là, c'est pas merci Internet, c'est qu'aujourd'hui, les gens arrivent avec des idées un peu préconçues, alors que nous avons toujours eu la vocation sur ce salon-là de faire du sur-mesure. C'est-à-dire que on vient d'abord se renseigner, on vient voir la CAPEB, voir les artisans, regarder comment les techniques sont mises en œuvre. On ne va pas forcément ni acheter ni passer commande ce jour-là. Pas en premier lieu. En premier lieu, on vient se renseigner. Et l'idée, c'est de retrouver sur ce salon-là une vraie offre sur mesure. Parce qu'on peut avoir le même meilleur système constructif du monde, s'il n'est pas adapté à votre façon de vivre et à votre façon de voir les choses, ça ne marchera pas. Alors, de la même manière, vous nous évoquiez, Xavier Desin, de l'origine des visiteurs. Les exposants sont également plutôt d'abord des locaux? À 90%, oui. C'est-à-dire qu'on a essentiellement des exposants qui vont être dans un rayon de 50 km autour d'Épinal. Après, on a toujours une petite partie d'exposants qui viennent de l'extérieur pour des raisons d'existence même de thèmes de salon. Aujourd'hui, vous savez, on est le seul salon qui propose ce type d'activité en Lorraine. À Nancy, à Metz ou à Thionville, il n'y a plus de salon dans ce domaine-là. Voilà, donc on peut attirer comme ça des exposants qui viennent de loin. Et bien voilà, Xavier Desin, il faut également créer des salons Planète et Énergie sur Metz et Nancy, non? Vous savez, nous on est extrêmement attachés aux Vosges, de par notre histoire d'entreprise et puis un peu personnel aussi. On est très très fidèles en fait au territoire et notamment aux gens qui nous suivent. Ce salon-là, il ne se ferait pas sans la CAPEB, il ne se ferait pas sans la ville d'Épinal, il ne se ferait pas sans la communauté d'agglomération. C'est des gens qui sont assez fidèles dans le cadre du partenariat que nous avons mené. Donc on va se cantonner au Vosges, on y est bien nous. Vous avez raison. Comment voyez-vous l'évolution dans le temps, Xavier Desin, du secteur précisément de l'énergie? On sait bien qu'il y a, on ne va pas encore parler d'engouement, en tout cas un éveil, un intérêt sur les énergies renouvelables, ça reste encore un petit peu embryonnaire. Parce que vous êtes aussi finalement ici au Salon Planète et Énergie, il y a une forme de poste d'observation depuis des années. Comment vous voyez, quelles sont les tendances des années à venir? Alors les tendances, c'est que les gens, l'environnement est complexe actuellement, l'environnement professionnel, national, international, ce qui fait que on se rend compte que le phénomène de cocooning qu'on retrouve dans les maisons est de plus en plus présent. Et à ce titre-là, les gens ont de plus en plus besoin d'être rassurés sur comment je chauffe ma maison, comment je l'isole, comment je consomme. Vous voyez, cette année, on a par exemple un beau partenariat avec la Chambre d'agriculture des Vosges qui est venu parler de deux sujets, la méthanisation agricole. Par exemple, et ça personne ne le sait, aujourd'hui le phénomène de méthanisation agricole dans les Vosges fait qu'ils sont en capacité de produire de l'électricité pour une population de 30 000 habitants. Ce qui a fait une ville de 30 000 habitants. Ils ont pour objectif à l'horizon 2040 de pouvoir couvrir l'intégralité des Vosges. Ça, c'est pas neutre. Mais c'est un sujet encore un peu technique qui n'est pas forcément très grand public. Mais ils sont venus sur un deuxième point qui est le circuit court. Faire du développement. On peut d'ailleurs se poser la question de faire le lien a priori entre les circuits courts et l'énergie. Et bien sûr, c'est le développement durable. Aujourd'hui, le salon Planète et Énergie, c'est le salon de la maîtrise de l'énergie et du développement durable. Aujourd'hui, là, ce que vous consommez en local, vous consommez mieux, mais vous consommez moins cher aussi en termes d'essence, d'énergie pure et dure. Ce qui fait qu'on a 7 producteurs qui sont là et qui présentent des produits qui sont... on ne va pas trop parler de l'exemple Lactalis, parce qu'il est un peu d'actualité. Aujourd'hui, faire de la consommation locale et en circuit court, c'est aussi préserver la planète.
Un discours d'ailleurs qu'on retrouvera probablement auprès de certains artisans. Et nous sommes ici sur le stand de la CAPEB avec vous, Xavier Desindes, qui organisait avec votre épouse ce salon Planète et Énergie. On retrouve aussi ce discours, par exemple, chez les artisans. Oui, de plus en plus, parce que c'est le discours qu'il faut tenir aux gens. Il faut les rassurer, leur expliquer, leur dire que tel procédé constructif, il faut l'abandonner. Parce que dans le temps, il ne va pas tenir la route. Alors vous parliez tout à l'heure, Xavier Desindes, de cet aspect cocooning, on voit bien ce que ça veut dire. Est-ce que ça veut dire aussi que les gens vont avoir besoin d'une certaine sécurité par rapport à leur matériel? Les choses évoluent très très vite dans le temps. Je parle d'un temps que les jeunes n'ont pas connu, où c'était très simple, on appuyait sur le bouton, chauffage au fioul, le truc marchait avec un thermostat. C'est fini ça. Ce temps-là, il est terminé. Aujourd'hui, je crois que ce qui est important, c'est de transmettre. Il y a aussi un phénomène de transmission. Aujourd'hui, lorsqu'on a une maison, qu'on l'entretient, c'est aussi quelque chose qui, à un terme, est destiné à être soit cédé aux enfants dans le cadre d'un héritage. Et on essaye de leur proposer un produit qui est le plus économe en énergie possible. À titre personnel, moi j'ai 2-3 anecdotes sur le sujet où vous vous rendez compte que vous héritez d'une maison où il va falloir faire une tonne d'aménagement parce qu'elle ne correspond plus à la méthode ou à la façon de vivre qu'on a aujourd'hui. Xavier Desindes, on va se promener, alors tout seul, on va vous laisser bien sûr ici avec vos exposants et l'accueil des visiteurs. On va se promener sur ce salon Planète et Énergie. Est-ce qu'il y a des stands en particulier, des gens à voir en particulier, plus représentatifs que d'autres de ce salon? Non, je vous laisse faire, je pense qu'ils sont tous très très bien. Merci Xavier Desindes, on se retrouvera après notre tour de ce salon Planète et Énergie. Et dans ce rien qui t'habille, je vois des papillons, des boutons de jonquille, et des îles sur ton front, du nombril au chevet, la vanille sent bon. Mes pensées s'éparpillent comme des bulles de savon. Je caresse ta bouche, ta fossette au menton. Lorsque tes doigts me touchent, c'est la conflagration. Ton regard m'effarouche et je sors les violons. Quand le soleil se couche sur la ligne d'horizon, entre des milliards de comètes dépassant l'imagination, alors que tout s'émiette à travers les constellations, c'est toi mon abri dans le tourbillon. C'est toi ma planète parfaite de toutes les dimensions. Sous ta jolie frimousse, t'es un caméléon, une lionne de la brousse, une colombe, un dragon. Qui sait ce qui te pousse vers mon cœur folichon? J'aurais l'ennui aux trousses sans ton inspiration. Entre des milliards de comètes dépassant l'imagination, alors que tout s'émiette à travers les constellations, c'est toi mon abri dans le tourbillon. C'est toi ma planète parfaite, ma planète parfaite de toutes les dimensions. Nous commençons notre promenade, notre pérégrination ici sur le salon Planète et Énergie à Épinal. C'est du 26 au 29 janvier, nous y étions. Et il y a beaucoup de monde, beaucoup d'exposants aussi. Alors des exposants professionnels bien sûr, où on trouve de l'isolation, du chauffage, pelé, pas pelé, des fenêtres. Et puis un stand auquel on ne s'attend pas forcément,
c'est celui des maisons paysannes de France. Bonjour. Bonjour. Qui êtes-vous? Eh bien, moi, je suis Daniel Leroy, je suis le trésorier de l'association. C'est donc une association. C'est une association de 1901. Voilà, qui... Alors, cette Maison Paysanne de France, délégation des Vosges, donc j'imagine que vous êtes de l'antenne départementale des Vosges de cette association. Beaucoup de photos avec des maisons anciennes. Qu'est-ce que vous faites, vous, Maison Paysanne de France, délégation des Vosges, qui plus est bénévole, j'imagine? On est bénévole, 100%. Sur un salon comme Planète et Énergie. Il suffit de se reporter au statut des Maisons Paysannes de France, et par la même occasion de Maison Paysanne des Vosges. Donc nous, c'est la sauvegarde de la maison traditionnelle, en donnant des conseils aux gens qui ont acquis une maison, l'ont achetée ou l'ont eu par héritage. On leur donne les conseils pour ne pas la dénaturer, c'est-à-dire garder l'âme de nos villages. Visuellement parlant surtout, ne pas casser les ouvertures, ne pas modifier le volume de la maison, ne pas changer la pente du toit, ça c'est d'une importance capitale pour quand on refait une maison. Parce que ça veut dire que on peut en fait à peu près déstructurer comme on veut et malgré des règlements d'urbanisme par exemple. Tout à fait, on le constate, alors on va pas dire à longueur de journée, mais souvent les gens font n'importe quoi. Mais bon, c'est pas tout à fait de leur faute, c'est bien souvent par méconnaissance. Ils ne savent pas qu'on peut faire autrement, ils ne savent pas ce qu'ils font finalement. Et alors, bien souvent ils arrivent à être mal conseillés par des professionnels. Je ne devrais pas le dire, mais bon, ça arrive. Hein. On ne va pas vous demander de nom. En même temps, c'est un salon sur l'énergie. C'est vrai que les choses évoluent très très vite aujourd'hui. C'est peut-être plus compliqué aujourd'hui de rendre une maison ancienne à la fois sereine et saine plutôt que les nouvelles technologies, nouvelles techniques qu'on utilise aujourd'hui dans la construction. Oui, c'est vrai, mais ça n'empêche pas d'assurer une bonne isolation de sa maison ancienne. On peut toujours. Bon, on a été confronté dernièrement à un problème, comment on va dire, national, où on obligeait les gens à isoler tout par l'extérieur. Vous imaginez les maisons du XVIIe siècle isolées par l'extérieur? Imaginez-vous, tiens, les belles maisons alsaciennes. Isolés par l'extérieur. Ben ça, c'était parti pour. Heureusement que les associations comme les nôtres ont réagi et au ministère, on nous a écoutés. Et on a fait la différence entre la maison en pierre et la maison en béton après la reconstruction de la dernière guerre. On risquait d'aller jusque-là. Ouais. Ah oui, tout à fait. Alors, oui. Beaucoup de monde ici sur ce salon Planète et Énergie. Est-ce que vous avez, vous aussi, des visiteurs, des gens intéressés? Et si oui, et je vous le souhaite bien sûr, quel type de renseignements? Voilà, bon, bien souvent, c'est des gens qui ont acheté une maison, qui l'ont eu par héritage, comme je le disais tout à l'heure, et bon, ils ne savent pas par quel bout la prendre, cette maison-là. Alors, le premier conseil qu'on donne toujours, c'est de la mettre hors d'eau. Hors d'eau, ça veut dire quoi? Si le toit est percé, il faut tout de suite le réparer. Quelle que soit la façon de le faire, on peut faire ça en provisoire, ça nous laisse tout le temps de faire le reste. Voilà. Quand la maison est hors d'eau, pourquoi? Parce que les murs, c'est des murs en pierre, degrés bien souvent, c'est 2 parements, hein, le milieu est rempli par les déblais de construction, la chaux, tout ça, les restants de chaux, tout est là, voilà. Et c'est par là que l'humidité s'installe. Si le toit n'est pas bien mis, vous faites éclater un mur en rien de temps. Bon, voilà. Oui, alors on a des architectes conseils, donc si les gens veulent aller avoir des conseils sur place, donc on a un architecte conseil qui se déplace dans la maison et donne bénévolement, ça c'est gratuit, conseil. Il n'a pas à déborder sur son travail d'architecte en tant que professionnel. Il donne les conseils et il n'y a rien de dessiné. Voilà. Merci infiniment, on vous laisse ici sur ce salon Planète et Énergie. On va continuer notre visite. Merci beaucoup. Je vous en prie. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Nous sommes cette fois sur le stand Comme à la maison proposé par Terreau ici au salon Planète et Énergie à Épinal qui se tenait du 26 au 29 janvier 2018 comme tous les ans. Catherine Grandjean, vous êtes adjointe au chef de service contractualisation et développement durable au conseil départemental des Vosges. Terreau, c'est quoi? C'est un espace collectif d'échange qui regroupe tous les acteurs de l'éducation à l'environnement et au développement durable des Vosges. Donc on est une 50aine de membres, associations, institutions, financeurs, éducation nationale, pédagogues, pour travailler ensemble, pour monter des projets ensemble, pour modifier les comportements des Vosgiens. Alors précisément, ce stand ici s'appelle
comme à la maison, et on se sent vraiment comme à la maison parce que d'abord c'est très original. C'est un grand stand avec, on va essayer de décrire, c'est toujours un défi radiophonique, des panneaux qui nous donnent l'impression d'avoir des murs avec des fenêtres, etc. Et puis là, à ma gauche par exemple, il y a une salle d'eau, nous sommes nous-mêmes installés dans le salon. Quelle est la démarche, quel est le concept de ce stand comme à la maison, Catherine Grandjean? L'idée, c'est plutôt qu'un des salons classiques ou des festivals où chacun des membres de Terreau, une association, un partenaire institutionnel comme le CD, présente son stand avec ses flyers, sa publicité, sa promotion, ou ses actions, ou ses outils pédagogiques. Là, l'idée, c'est de se mettre dans la peau du visiteur, qui voit beaucoup de reportages sur l'impact environnemental de nos comportements et qui se dit, moi quand je suis dans ma salle de bain ou dans ma chambre à coucher, mais qu'est-ce que je peux faire très concrètement ? Donc le principe, c'est de se mettre à sa place, de le mettre en situation immersive comme à la maison, comme s'il était à la maison, d'où les façades reproduites sur les bâches qui illustrent la bibliothèque du salon, la baignoire, la machine à laver de la salle de bain. C'est vraiment comme à la maison. Voilà, pour lui expliquer les bons gestes à mettre en pratique dans chacune des pièces de sa maison, les bons conseils, les trucs et astuces, et aussi échanger avec chaque visiteur pour savoir quels sont ses freins, quels problèmes se posent à lui, quand on parle de fabriquer sa propre lessive, quelles sont un peu ses réticences pour lui faciliter le passage à l'action. Merci Catherine Grandjean. Je crois qu'il y a une personne notamment présente sur le stand ici aujourd'hui à Planète et Énergie à Épinal, ce salon qui se tient du 26 au 29 janvier, qui est pilote de ce stand. Oui, en fait, Terreau, c'est 50 membres. C'est très varié, il y a des structures qui travaillent plutôt sur la nature, les déchets, les cours d'eau. Et au sein de Terreau, un petit groupe de travail a phosphoré spécialement sur le climat. Et donc, pour animer les réunions, pour que ça avance, un pilote s'est proposé. Donc c'est Olivier Feder, qui est conseiller Info-Énergie. Il est là ? Oui. Eh bien écoutez, on va sur le stand. Lui demander de nous rejoindre. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Olivier Feder, bonjour. Bonjour. Olivier Feder, vous êtes, Catherine Grandjean vient de le dire, le pilote avec d'autres de ce stand plutôt original, comme à la maison, proposé par Terreau. Beaucoup de visiteurs apparemment pendant ces 3 jours du salon Planète et Énergie à Épinal. Comment ça se passe ? Comment ça s'est passé ? En fait, je pense qu'on a un stand qui est suffisamment atypique pour attirer l'attention du visiteur. Qui parcourt les allées entre des poêles à bois, des climatisations et des isolations de murs ou de toitures. Là, on arrive sur un stand qui n'a rien à voir, qui est dessiné, qui représente une maison. Et puis vous n'avez rien à vendre, le commercial, c'est peut-être plus rassurant peut-être, non ? C'est ça, on n'a rien à vendre. Alors ça, c'est peut-être pas un message qui est parfaitement clair parce qu'on a quand même beaucoup de choses sur notre stand qui attirent la curiosité des gens. Mais le fait qu'il n'y ait rien à vendre, ça les rassure en fait, parce qu'ils pensent que, ils sont contents parce qu'ils vont pouvoir repartir avec une information, une astuce qu'ils n'avaient pas avant. Alors, en quelques mots, Olivier Feder, quelles sont les questions qui vous ont été posées, qui vous sont posées, et puis un exemple ou deux de solutions que vous proposez pour contribuer précisément, notamment à l'économie d'énergie, mais aussi à la protection de la planète, ici sur le stand, comme à la maison. Pour citer quelques exemples, souvent les gens sont attirés sur le salon par l'espace jardin qui est beaucoup plus visible parce qu'il est ouvert et il y a un outil qui attire beaucoup de questions, c'est le compostage et donc là l'idée c'est de leur montrer du compost en cours de vie, du compost mûr et puis ensuite d'aller les emmener à la maison, à l'intérieur de la maison pour leur montrer le lombricompost avec les petits lombrics qui se promènent dedans. Ils nous demandent simplement comment ça marche et puis on va leur expliquer en fait les fonctionnements, leur donner des petites astuces pour pouvoir le faire eux-mêmes à la maison et souvent ces gens-là repartent avec l'envie de faire un compost et que ça puisse leur servir pour leurs plantes, leur potager. Est-ce que vous sentez ici sur le stand une évolution peut-être dans le comportement de nos concitoyens, une attente plus grande, une interrogation ? Est-ce qu'on aurait pu imaginer un tel stand il y a quelques années encore ? C'est très difficile à mesurer l'évolution parce que finalement les gens on leur donne le conseil et on ne sait pas si derrière ils vont appliquer quelque chose. Ce qui est certain c'est qu'il y a de plus en plus de questions sur le fonctionnement du logement parce que le logement est de plus en plus complexe, ne serait-ce qu'avec tous les apports technologiques qu'il y a. De ce fait les visiteurs vont être friands d'avoir de l'information juste et pas vendue par un commercial qui cherche à placer un produit.
d'avoir une information, une astuce, et puis d'essayer de comprendre comment fonctionne leur logement. C'est ça l'objectif, c'est de les aider à comprendre et leur donner des petits gestes supplémentaires. Merci Olivier Feder, merci aussi à Catherine Grandjean. Nous continuons notre pérégrination ici sur le salon Planète et Énergie à Épinal qui se tenait du 26 au 29 janvier 2018. Dans la forêt des colibris, il y avait un grand incendie, du feu, des flammes, du vent, des cris. Tous les amis des colibris regardaient le feu sans rien dire, n'avaient qu'une idée, s'enfuir. Il restait juste un colibri, jetant des gouttes sur l'incendie. Nous sommes tous des graines de colibri. Dans ma tête il y a du cœur, dans mon cœur il y a l'envie de quoi faire un monde meilleur, de quoi faire un paradis. Un petit colibri vouloir éteindre un incendie, ça donne quand même envie de rire. Mais dans la poitrine des colibris, y a ce gros cœur comme un ovni, ça clique, ça claque, ça passe, ça chie derrière le premier colibri. D'autres se sont mis à venir. Nous sommes tous des graines de colibri. Dans ma tête il y a du cœur, dans mon cœur il y a l'envie de quoi faire un monde meilleur, de quoi faire un paradis. Dans ma tête il y a du cœur, dans mon cœur il y a l'envie de quoi faire un monde meilleur, de quoi faire un paradis. En voyant tous ces colibris, les animaux, tous leurs amis se sont rués comme un salis. Ça y est, l'histoire s'arrête ici, sans dire la fin de l'incendie. L'important c'est les colibris et leur courage et leur génie. Au paradis des colibris, il y aura des ogres et des gentils, des grands, des gros, des minces, des petits. Au paradis des colibris, au paradis. Dans ma tête il y a du cœur, dans mon cœur il y a l'envie de quoi faire un monde meilleur, de quoi faire un paradis. Dans ma tête il y a du cœur, dans mon cœur il y a l'envie de quoi faire un monde meilleur, de quoi faire. Nous continuons notre pérégrination ici au salon Planète et Énergie à Épinal qui se tient du 26 au 29 janvier 2018 et parmi les nombreux exposants, mais aussi les nombreux, avec beaucoup de monde ici sur ce salon, mais parmi les exposants, eh bien le grand stand de la CAPEB avec un atelier vivant des éco-artisans. Jean-François Houillon, bonjour. Bonjour. Jean-François Houillon, vous êtes le président de la CAPEB. Expliquez-nous cet acronyme. Alors la CAPEB, c'est la chambre syndicale des artisans et des petites entreprises du bâtiment des Vosges. Notre but est de faire la promotion, la défense et la représentation des entreprises du bâtiment. Alors, atelier vivant des éco-artisans, ça je confirme, eh bien il y a des constructions, on voit des murs de chaux, peut-être de pisé, des agglos, alors pas forcément des agglos, mais de la Pas du béton. Voilà, c'est ça. C'est de la brique, du chanvre. De la brique, voilà, c'est ce que je cherchais, le mot que je cherchais. La démarche éco-artisan, Jean-François Houillon, en quoi consiste-t-elle? C'est un label. Alors, c'est un label qui, à l'origine, avait pour principe de fédérer les entreprises qui étaient sensibilisées par les économies d'énergie, les travaux d'isolation et aussi l'écologie, les matériaux biosourcés et ceux qui sont un peu plus respectueux de l'environnement. Oui, je vous en prie.
Et donc, aujourd'hui, ça a évolué avec l'éco-conditionnalité pour avoir droit au crédit d'impôt et aux aides diverses, à une qualification donc, qui est contrôlée par un organisme externe complètement indépendant qui nous valide, qui nous contrôle et qui certifie que notre travail respecte nos engagements. Jean-François Houillon, dans le bâtiment, on sait que voilà, on n'utilise pas forcément toujours, on n'est pas forcément toujours et encore respectueux de l'impact sur la planète. On le sait avec la nature des matériaux. Vous venez à l'instant d'évoquer des matériaux biosourcés, ceux qui provenaient précisément de ressources renouvelables. Est-ce que la démarche éco-artisan, je vais être un peu provocateur, c'est une démarche purement business ou est-ce qu'il y a une volonté sincère de la part des artisans de s'engager dans cette voie ? Le côté business, il arrive après. La sensibilité au départ. C'est pas très grave non plus. Non, mais elle est quand même obligatoire parce qu'il faut que les entreprises vivent quand même de leur travail. Donc il faut quand même qu'il y ait un petit peu d'argent qui reste à la fin de manière à pouvoir survivre. Mais l'origine, c'est plutôt quand même le développement durable, c'est-à-dire d'abord de fédérer, de faire un réseau d'entreprises qui travaillent ensemble, qui parlent un petit peu le même langage, qui utilisent les matériaux, si possible aussi là, locaux, avec des fabricants qui ne sont pas très éloignés. En fait, dès le départ, de prendre en compte une certaine valeur du produit pour que, depuis le début jusqu'à la fin, il n'y ait pas forcément d'impact sur la planète. Donc l'autre raison, c'est de travailler localement à côté de nos clients de manière à ce qu'on ne fasse pas 100 ou 150 km pour aller les rejoindre, mais qu'on soit à 10, 15, 20 km pour participer à toute cette économie de proximité. Est-ce qu'aujourd'hui, Jean-François Houillon, en tant que client cette fois-ci, aussi bien particulier qu'institution, si on est sensible à la démarche d'éco-construction, je fais un peu le parallèle avec l'agriculture bio, est-ce que ça coûte plus cher ? Est-ce que les conditions sont différentes ? Comment ça se passe ? Alors effectivement, on peut arriver à un coût initial en euros mètre carré d'une construction qui sera légèrement supérieur, mais quand on intègre la consommation d'énergie, par exemple, le bien-être qui est à l'intérieur, sans aller jusqu'au calcul qu'on n'a encore pas forcément tous mis en avant de la déconstruction au bout de quelques dizaines d'années ou quelques centaines d'années, on est obligatoirement moins cher. Est-ce que c'est une démarche que les clients qui visitent ici, des visiteurs ici au Salon Planète et Énergie à Épinal, Jean-François Houillon, comprennent ? Parce que c'est pas évident forcément, surtout à l'instant vous parliez de déconstruction, on se dit bon allez, ça c'est peut-être après moi le déluge. Est-ce que les gens qui viennent vous voir ici sur le stand de la CAPEB comprennent ce raisonnement et l'intègrent ? Oui, de plus en plus. Alors c'est la 11e édition, donc on a vu aussi l'évolution. Au départ, on était un petit peu innovant, un salon un petit peu particulier. Il n'y en avait pas tellement dans le coin. Les gens venaient de 2, 3, 500 km et trouvaient qu'il n'y avait pas ça chez eux, il n'y avait pas cette réponse. Bon, progressivement, ça s'est élargi un petit peu à toute la France et on trouve ce raisonnement un petit peu partout. Et du côté des artisans, cette fois-ci, là aussi, je disais tout à l'heure, dans le bâtiment, on est un peu des fois dans le dur, sans mauvais jeu de mots. Voilà, les questions d'environnement, je ne parle pas évidemment des éco-artisans qui, eux, sont sensibles, mais est-ce qu'il y a également une évolution dans la pratique, dans la prise en compte de l'impact de l'environnement sur l'environnement, de ses propres pratiques au sein des artisans ? Oui, ça vient naturellement, parce qu'il y a aussi la gestion des déchets quand on travaille, quand on déconstruit les maisons, qu'on fait des rénovations. Donc il faut bien gérer tout on est confronté obligatoirement à ce problème global du début à la fin de vie d'une habitation. Durablement vôtre, Éric Mutschler. On s'est rapproché ici d'une petite installation très sommaire que l'on entend depuis un moment. D'ailleurs que les voisins sur les autres stands doivent vous maudire parce que ça fonctionne en permanence. C'est un bélier hydraulique. Expliquez-nous. Alors, le principe du bélier hydraulique, c'est un appareil mécanique qui récupère donc l'énergie d'une chute d'eau de manière à remonter cette eau beaucoup plus haut que l'endroit d'où elle vient. C'est par gravitation, tout simplement. Alors voilà, il y a la gravité qui permet de faire marcher un piston, qui est donc le système anti-bélier. C'est un processus
relativement simple qui crée une surpression et qui fait remonter l'eau d'une petite chute d'eau de 2-3 mètres à éventuellement 10-15 mètres au-dessus. Donc ça permet de réalimenter une maison, un abreuvoir qui serait situé au-dessus de la source sans énergie électrique. Tout bête, tout simple et ça marche. Et ça fonctionne très bien et ça coûte pas cher. Merci Jean-François Houillon. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Alors pas très loin du stand de la CAPEB que nous venons de rencontrer, de visiter ici au Salon Planète et Énergie à Épinal, qui se tient du 26 au 29 janvier, eh bien un stand où il me semble que l'on parle d'enseignement. Bonjour. Oui, bonjour. Qui êtes-vous et que faites-vous ici ? Oui, je suis enseignant en génie thermique au lycée professionnel Le Chesnois à Bains-les-Bains, qui est le seul lycée sur les Vosges qui forme des lycéens pour le baccalauréat en tant que technicien en maintenance, en installation ou en froid également, pour les économies d'énergie et pour la formation. Alors votre lycée s'appelle Éco, Habitat et Loisirs, ça veut dire qu'il y a une forte implication, une direction importante précisément dans l'enseignement de la prise en compte de l'éco-construction, j'imagine aussi des matériaux biosourcés, etc. Donc notre lycée fait de la formation initiale, seconde, première, terminale pour une préparation d'un baccalauréat énergétique, c'est-à-dire à la fois en maintenance, en installation, ou en installation de tout ce qui est pompe à chaleur et énergie renouvelable. Et ensuite, une poursuite d'études avec une mention complémentaire, mention énergie renouvelable. Alors vous qui êtes enseignant au lycée professionnel et CFA Le Chesnois à Bains-les-Bains, est-ce que vous notez une évolution de la part justement des jeunes ? Est-ce qu'il y a une plus grande sensibilité à la prise en compte des impacts environnementaux? Est-ce que c'est lié au contexte aujourd'hui? Est-ce que c'est une motivation personnelle? Quels sont les ressorts d'après vous, si tant est qu'il y en ait? Oui, alors l'évolution, effectivement, on a vu au fil des années, malheureusement pas assez rapidement à mon goût, mais une évolution de l'intérêt du public en général et des élèves en particulier sur les questions environnementales. Mais surtout une évolution au niveau du matériel proposé qui fait que maintenant nos élèves apprennent à poser des pompes à chaleur, à poser des chaudières à condensation, à poser des chaudières utilisant la biomasse, alors qu'il y a encore une quinzaine d'années, nous en étions encore aux prémices de cela, pour ne pas dire que cette formation était inexistante au niveau du matériel. En même temps, ça vous oblige ici au lycée professionnel CFA Le Chesnois à Bains-les-Bains, quand je dis ici, nous sommes, nous, au Salon Planète et Énergie à Épinal, je disais que ça vous oblige aussi à une mise à niveau constante des technologies et des connaissances. Effectivement, alors pour cela nous sommes un petit peu aidés par les pouvoirs publics, par exemple, qui nous subventionnent au niveau de l'achat de maquettes de pompes à chaleur ou autres. Et puis nous-mêmes partons régulièrement en stage de formation à ce niveau-là pour pouvoir faire passer les connaissances à nos élèves. Votre nom et votre prénom ? Jean-Luc Prévost, et je suis enseignant donc en génie thermique après avoir été installateur pendant longtemps. Donc vous savez de quoi vous parlez. Merci beaucoup Jean-Luc Prévost. Merci. Depuis qu'on a lâché prise, on voit de la couleur dans les ondes grises. Il y a du bon dans la froidure de novembre. Elle nous permet de nous coller plus ensemble. Sous une couette, tout nu pas de bobette. Quand on aura de l'amour, de l'eau fraîche et de l'air pur, un toit et puis 4 murs, ce sera la joie dans notre cour. On apprécie les petites choses, trop d'attente vaine rend de la vie morose. À cette heure-ci, on a le vent d'en face en partant.
plus avec ça. Tant qu'on aura de l'amour, de l'eau fraîche et de l'air pur, un toit et puis 4 murs, ce sera la joie dans notre cour. Solo! On se plaint pas quand il mouille, c'est ça qui fait pousser nos plants de citrouille. L'été, on est heureux quand il fait très chaud, car le soleil réchauffe nos cœurs d'artichaut. Comme un je t'aime, veux-tu que l'on s'aime? Tant qu'on aura de l'amour, de l'eau fraîche et de l'air pur, un toit et puis 4 murs, ce sera la joie dans notre cour. Tant qu'on aura de l'amour, de l'eau fraîche et de l'air pur, un toit et puis 4 murs, ce sera la joie dans notre cour. Xavier Desindes, vous êtes aujourd'hui gérant avec votre épouse Bénédicte de la Compagnie des événements, cette société organisatrice notamment de ce salon Planète et Énergie. Nous sommes aujourd'hui à Épinal, c'était du 26 au 29 janvier. Comment en êtes-vous arrivé à organiser les salons? Oh, c'est un peu le hasard de la vie. Moi j'ai rencontré il y a maintenant une vingtaine d'années une demoiselle dont le papa faisait ce métier-là. Et assez naturellement, parce que j'étais sur un métier qui était un peu connexe, on a été amené à reprendre l'entreprise lorsqu'il a pris sa retraite. C'est un peu comme ça que les choses se sont présentées. Donc c'est votre beau-père qui avait initié déjà ce type de manifestation et votre métier à ce moment-là était lequel? Alors moi j'étais directeur d'un centre de formation à côté de Thionville, où je faisais de la formation pour les entreprises, mais aussi de l'insertion pour les jeunes qui étaient à la NPE à l'époque. Bon. Et alors, pas de regret? Je parle pas de la dame, je parle du métier. non, parce que c'est un métier qui est beaucoup plus riche qu'on ne l'imagine. Enfin, à notre échelle en tout cas, puisqu'on est à deux à travailler dans la structure. On s'occupe de tout, de commercial, mais on fait aussi des plans, on fait de la sécurité. On travaille sur de l'organisation événementielle pure, le traiteur, etc. Donc non, je suis assez content parce que c'est très varié comme métier. Est-ce que c'est compliqué, Xavier Desindes, aujourd'hui, d'organiser un tel salon? Évidemment, en tant que visiteur, alors évidemment les exposants, j'imagine, savent un peu mieux comment ça se passe, mais le visiteur arrive, paye son entrée, puis voilà, se promène, trouve ça formidable, c'est très bien organisé. On imagine bien qu'il y a derrière ça une énorme logistique. Est-ce que c'est compliqué d'organiser un salon, prendre le risque aussi d'organiser un salon comme Planète et Énergie? Oui, c'est un risque financier déjà pour commencer, puisque lorsque vous décidez d'organiser un salon, vous allez réserver de la communication, faire des dossiers, engager un certain nombre de frais. Une réservation par exemple du centre des congrès, ça ne se fait pas un mois avant. Et vous organisez toutes ces choses-là sans être certain d'atteindre le seuil critique qui vous permettra de rentabiliser le salon. Donc ça se fait en 2 temps. Donc il y a un risque financier pour commencer. Ensuite, il y a un risque aussi qui est lié à la pertinence du sujet. Beaucoup de salons sont organisés à travers l'année, que ce soit ici ou ailleurs. Il y en a certains qui ne fonctionnent pas parce qu'ils ne sont pas dans le thème, parce qu'ils sont mal organisés. Donc à ce titre-là, oui, c'est un risque à part entière. Hein. Vous êtes aussi, Xavier Desindes, avec votre épouse Bénédicte, organisateur d'un autre salon, le salon Habitat et Bois d'Épinal. Quelles sont les perspectives d'avenir, à la fois pour ces salons et puis peut-être aussi pour votre société, Compagnie des événements? Moi je crois que plus on va avancer, plus il faudra être sur des salons de spécialité. Si on regarde un peu ce qui s'organise dans la région, on a des foires internationales, on a des salons généralistes, des salons spécialistes, et on se rend compte finalement que ce qui intéresse les gens, c'est de plus en plus les salons de spécialité qui répondent à une problématique bien ciblée. C'est pour ça que je pense que si on parle d'Habitat et Bois, c'est un salon qui fonctionne bien aussi parce que c'est le seul dans le Grand Est où on peut rencontrer une bonne partie de l'ensemble de la filière construction et ossature bois. C'est vraiment l'ADN de ce salon-là, c'est le cœur du réacteur. À ce titre-là, je pense que c'est vraiment l'avenir des foires et salons, c'est des salons de spécialité. Le fait que ce soit une entreprise privée, Xavier Desindes, c'est important, ça vous donne une efficacité plus grande que peut-être certaines foires et salons. Je pense plus particulièrement dans les domaines de l'agriculture biologique,
sans être péjoratif, c'est parfois un peu plus folklorique, ou en tout cas plus pittoresque. Est-ce que c'est un gage de succès, de réussite? Non, mais par contre c'est un gage de liberté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsque vous êtes dans une organisation typiquement privée, vous avez aussi la liberté à un moment d'aller chercher les exposants que vous avez envie, de traiter certains thèmes et pas d'autres, et de ne pas être lié par des partenariats publics, des fois qui sont compliqués, il ne faut pas se la raconter. Hein. Donc je pense qu'avant tout, c'est l'occasion d'avoir une liberté de travail et de pouvoir travailler le fond et aussi de travailler à long terme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce salon-là, il a 11 ans, on a pérennisé cette action-là, alors que je ne suis pas sûr que si ça avait été organisé dans un autre contexte, ça aurait pu durer aussi longtemps. On vous retrouve l'année prochaine pour la 12e édition. Est-ce qu'elle aura une forme plus particulière? Des choses se précisent? On va continuer à travailler sur les circuits courts parce qu'on se rend compte que ça a eu un engouement important auprès du public. Et on va aussi renouveler une opération qu'on a menée vendredi dernier en invitant Louis Baudin, qui est venu pas se balader en tant qu'animateur TF1, enfin animateur météo. Monsieur Météo, bien sûr. Voilà, mais il est surtout venu en tant qu'ingénieur prévisionniste et il est venu nous parler du climat. Donc on continuera à aller sur des thématiques grand public liées à l'actualité, ça a été le cas hein, pour le climat et la météo. Ça c'est une voie de développement pour notre salon. L'invité de Durablement Vôtre, coup de gueule ou coup de cœur? Xavier Desindes, quand on est comme vous avec votre épouse Bénédicte, organisateur de salons à travers votre société Compagnie des événements, comme ici, ce salon Planète et Énergie à Épinal du 26 au 29 janvier, c'est la 11e édition, on est plutôt coup de cœur ou plutôt coup de gueule? Il y a un grand coup de cœur et un petit coup de gueule, on va dire. Sur le grand coup de cœur, je voudrais saluer la mobilisation citoyenne qu'on a en fait sur le territoire des Vosges, puisque à travers le stand terreau, par exemple, que vous avez vu, on a un collectif d'associations qui se fédèrent, qui répondent à des problématiques de transition énergétique, de mieux vivre à l'intérieur de sa maison, et qui ont fait un boulot formidable sur notre salon, puisqu'ils ont reconstitué sur un espace de 100 mètres carrés un appartement, avec des pièces, il y a une salle de bain, une cuisine. Que nous sommes allés voir. Que vous êtes allés voir. Et cette stand a uniquement une vertu pédagogique, c'est de dire aux gens, ben voilà, dans votre maison, dans votre salle de bain, dans votre salon, si vous utilisez les lampes comme ci ou comme ça sera mieux. Voilà, c'est de l'information grand public, c'est gratuit. Très pratico-pratique en plus. Pratico-pratique, gratuit, là aussi, pour le coup. Et qui permet aux gens de mettre en application tout de suite derrière. Hier, on a fait un point d'étape sur une opération qui se fait sur la communauté d'agglomération qui s'appelle les familles à énergie positive. Là aussi, c'est un encadrement par la collectivité d'un certain nombre de familles qui font un concours de celui qui réussira dans sa mesure à économiser le plus d'énergie possible. Lancé par des espaces Info Énergie. Exactement. Et on fait un point d'étape toujours au salon Planète Énergie là-dessus et on se rend compte que ça marche bien. Donc ça c'est deux gros coups de cœur à ce sujet-là. Un petit coup de gueule, c'est la complexité quand même du système administratif français sur comment est-ce que je vais chercher des aides, à qui je m'adresse. Et alors heureusement qu'il y a un salon comme Planète Énergie puisque les acteurs de l'État sont là, les acteurs de la collectivité locale aussi. Mais c'est quand même pas simple finalement lorsqu'on est un particulier de trouver l'information. S'il n'y a pas le salon, voilà, j'appelle qui, je fais comment, sur internet c'est compliqué. Je me fais des fois attraper par des entreprises qui me font croire à certaines mesures fiscales qui n'existent pas. Je me fais même appeler par des centres d'appel, hein, vous avez dû sûrement être témoin de ça, qui me promettent une isolation à 1 euro alors que c'est pas vrai. Voilà. Toutes ces choses-là, des fois c'est un peu compliqué à s'y retrouver dans cette jungle-là. À quand un salon de la simplification administrative? Il y aurait du monde. C'est un thème, finalement ça sera un salon spécifique. Hein. Vous avez on a bien compris votre coup de cœur, mais en l'écoutant, je me disais, évidemment, les affaires et le business, c'est important. Néanmoins, c'est vrai que la présence d'associations, comme sur le stand de Terreau que nous avons rencontré, est surprenante à deux titres. Déjà, d'un point de vue culturel, ce ne sont pas des associations qu'on aurait imaginé retrouver sur un stand comme celui-là il y a encore quelques années, parce qu'ils étaient, voilà, c'est pas dans leurs habitudes, et puis j'imagine aussi qu'un tel stand a un coût. Donc tant mieux s'ils sont présents, on a vu que le stand avait beaucoup de succès. J'en viens doucement à ma question. On sait que le milieu associatif fait beaucoup bouger en France les pratiques, que ce soit dans l'alimentation, dans la mobilité, mais aussi dans la construction.
Est-ce qu'il n'y a pas un côté un peu cynique finalement de laisser faire la société civile, de lui donner, que la société civile oriente la société dans une certaine direction, et puis derrière les entreprises ramassent, sortent les marrons du feu? Je ne sais pas quoi vous dire, je pense que ça va mieux de ce côté-là, parce que finalement si on regarde l'exemple du rétropédalage sur le diesel et sur l'essence, on a quand même assisté à 20 ou 30 ou 40 ans de politique pro-diesel, et c'est moins le cas maintenant. Moi je pense quand même qu'il y a quand même un cercle plus vertueux aujourd'hui sur ces sujets-là qu'il y a quelques années. Aujourd'hui on est dans une société de l'information, tout se sait très très vite, et il me semble quand même que on ne peut pas aller à contre-courant ou aller dans la mauvaise direction. Et non, je crois pas. Franchement, il y a aujourd'hui on parlait d'isolation avec des financements. Il y a malgré tout des aides de l'État. Il y a une politique un peu plus transparente sur ce sujet-là. Je pense qu'on va quand même... Quand vous isolez avec du matériau biosourcé, vous ne prenez pas tellement de risques, et c'est assez promotionné en ce moment. Non, je pense qu'on revient de loin. On n'a pas tout gagné encore, hein, c'est sûr. Mais malgré tout, j'ai l'impression que c'est un peu mieux de ce côté-là. Et puisque nous sommes avec vous, Xavier Desindes, un petit mot sur le prochain salon Habitat et Bois d'Épinal également, que vous organisez ici. Oui, alors on va fêter la 39e édition, hein, bientôt les 40 ans du salon en 2019. Mais là, pour l'année 2018, donc le salon se tiendra du 20 au 24 septembre prochain à Épinal, avec toujours cette même logique de présenter l'ensemble de l'offre vosgienne et Grand Est sur la construction au Saturbois. Eh bien, on passerait vous voir. Merci infiniment, Xavier Desindes. Je rappelle que vous êtes, avec votre épouse Bénédicte, à travers votre société, la Compagnie des événements, les organisateurs du salon Planète et Énergie, qui se déroulait à Épinal, dans les Vosges, du 26 au 29 janvier 2018. Pour cette année, c'est trop tard, mais pour préparer votre visite ou venir exposer au salon Planète et Énergie d'Épinal en janvier 2019, rendez-vous sur www.planète-et-énergie, énergie au pluriel.fr. Vous avez pu écouter dans l'ordre Ma Planète par le Québécois William Deslauriers, paru sur l'album Le Courant Passe, sorti en 2015. La légende du colibri par Isabelle Geoffroy, alias Zaz, extrait du livre CD éponyme de Denis Corman, paru en 2013, une coédition Actes Sud Junior Colibri. Et enfin, Tant qu'on aura de l'amour par les Cowboys Fringants, paru sur l'album L'Expédition, sorti en 2009. À la technique et au montage, Véronique Olivier. Vous pouvez réécouter cette émission dès la semaine qui suit sa première diffusion sur le site www.durablementvôtre.fr.